Merci. D'accord. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être là pour cette session Bichère. L'objectif, je vais vous donner quelques mots sur nous, sur GroupBiz. Alors, GroupBiz, on est un groupement de freelance tech et on a principalement deux volets qu'on propose à nos adhérents. On a un volet administratif dans lequel on va aider le futur freelance, le freelance, en l'aidant à créer sa société gratuitement. Et ensuite, on va lui fournir des services administratifs clés en main, des services qui sont assez utilisés, tout le temps utilisés par des freelances comme la RC Pro, expert comptable, mutuelle moins cher et ainsi de suite. À côté de ça, on a aussi du portage salarial avec Groupie Services. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie communautaire. On a un volet communautaire dans lequel on regroupe des adhérents et des freelances ensemble. L'adhésion est gratuite. Et on a tout type de profil et on est plus de 250 actuellement. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un partenariat avec Google Cloud, Apigee et Kong. Et grâce à ça, nos adhérents peuvent passer des certifications GCP gratuitement et des formations gratuitement. Et on crée un cercle vertueux parce qu'on regroupe des personnes compétentes et qui ont le mindset pour transmettre leurs connaissances aux autres. Et en fait, tout ça nous permet de travailler en direct chez des clients. Et on offre également des récompenses à nos adhérents quand ils nous font du parrainage de profil ou quand ils nous aident à ouvrir de nouveaux clients. Donc voilà, je passe la main à notre speaker et à notre DevRel Aymen, qui va nous présenter une session très intéressante sur un Rex par rapport à Dataplex. Je te passe la main, Aymen. Yes, merci, je partage mon écran. Hop. Pour éviter beaucoup l'infini. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Ouais, c'est parfait. Bah, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour les nouveaux pour cette l'avant-dernière session en fait, de l'année de Bichère. En fait, en gros, c'est un moment de partage animé par les adhérents groupe BIS. Et le sujet de cette session, c'est un Rex pour la mise en place de Dataplex chez un client. En fait, je le partage en mode anonyme, comme ça, en fait, je garde un peu l'anonymat du client. Par contre, en fait, on va avoir presque les mêmes briques qu'on a implémentées chez ce client. Du coup, en fait, pour commencer, pour introduire le sujet, en fait, je vais raconter en fait l'histoire, enfin un peu l'historique du besoin du Dataplex. En gros, il y a quelques années, on a commencé ce qu'on appelle Move to Cloud. On avait beaucoup d'applications, beaucoup de data en fait en premise. Et après, on a choisi Google Cloud pour l'immigrer afin de profiter des services data de Google. C'est un classique. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'applications sur le cloud qu'on a déjà migrées et aussi des nouvelles applications qu'on a aussi créées from scratch. Ce qu'on utilise principalement pour l'automatisation, c'est Terraform. C'est pas nouveau. Et l'état aujourd'hui, on se retrouve avec, je donnais les chiffres, hein, c'est approximatif bien sûr. En fait, on a 300 projets GCP avec une quinzaine d'équipes data. Donc, ils travaillent sur différents domaines, de la recherche et développement, de la finance, de plein de choses. Aujourd'hui, on a un parc de data qui est un peu énorme, dans le sens où, en fait, on se retrouve avec des ressources GCP, par exemple du GCS, de BQ, en fait, qui sont distribuées un peu partout dans l'organisation. Voilà, pour différentes raisons, bien sûr, et différents besoins. Donc là, ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui, sur le plan métier, en fait, on n'est pas capable de dire qui accède à quoi. En gros, sur l'aspect technique, par exemple, si par exemple une application ou un groupe de personnes souhaite accéder à un projet, enfin un projet plutôt une data dans un projet Google, ça passe par de l'IAM. Si par exemple cette même application a besoin d'accéder sur une trentaine de projets, ça passe par le IAM en fait, et on fait de l'itération sur 30 projets. Techniquement, bon, ça marche, on arrive à le gérer avec Terraform, mais un Terraform qui est très énorme. Par contre, sur le plan sémantique ou bien métier, on n'arrive pas à répondre à la question qui accède à quoi. Pour dire, en fait, est-ce que telle application accède à tel domaine dans l'entreprise? En fait, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui.
Ça, c'est notre cas aujourd'hui. Et il y a une autre approche qui est plutôt en fait centraliser la data dans, on va dire dans le même support. C'est peut-être un projet ou plusieurs, mais en tout cas, c'est centraliser la data dans le même endroit et déléguer ce qu'on appelle la responsabilité de sa data à une équipe, c'est-à-dire transverse, qui est capable, enfin, qui est censée en fait de gérer les différents domaines de l'entreprise. En fait, ça peut marcher quand il y a, par exemple, des domaines, un nombre de domaines voilà, qui est un peu maîtrisé, mais sur le long terme, en fait, la même équipe, elle se retrouve à gérer plusieurs domaines, donc elle doit les comprendre, elle doit répondre aux différents besoins des équipes, et parfois, ça devient un bottleneck avec beaucoup de sollicitations des différentes équipes, et ça peut bloquer aussi l'avancement de l'entreprise. D'où, en 2019, on a vu l'apparition de ce qu'on appelle data mesh. Je pense que tout le monde en fait avait entendu c'est quoi un data mesh, mais juste pour le rappel, c'est quoi? En fait, c'est, on peut dire, une approche architecturale et organisationnelle qui permet de gérer la data de façon centralisée et, comment dirais-je, euh, décentraliser aussi la responsabilité de la data. Ben, en gros, on peut garder en fait la data distribuée en fait au sein des projets des équipes, et du coup, chaque équipe est responsable de son domaine. Donc, on revient à peu près sur notre cas aujourd'hui avec plein de projets, dont différents projets GCP. Par contre, là, ce qui dit data mesh, en fait, on a des responsabilités distribuées, c'est-à-dire en fait, chaque équipe est responsable dans son domaine. Donc, bien sûr, en fait, là, l'approche qu'on prend, pardon, c'est une orientation vers un data mesh, ce qu'on appelle un data mesh, mais ça passe par des étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment, on commence par il y a la partie technique et la partie organisationnelle. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt la partie technique. Du coup, là, on a vu la naissance de ce qu'on appelle le produit de Google Dataplex. Ben, en gros, ce qui fait Dataplex, c'est une implémentation technique de ce qu'on appelle un data mesh dans une organisation. Ben, en gros, il rajoute une couche, pour faire simple, il rajoute en fait une couche d'abstraction qui permet de grouper la data dans différents projets sous forme de domaines et sous-domaines. Là, on parle, dans le jargon Dataplex, on dit les lakes et les zones. Et du coup, cette couche d'abstraction, ce qui se passe derrière, en fait, il y a ce qu'on appelle des mécaniques de data discovery dans les projets GCP. Et aussi, il permet aussi en fait de rajouter une couche de sécurité, c'est-à-dire on va gérer par exemple les accès IAM à un niveau en fait abstrait qui est le domaine ou sous-domaine. Et Dataplex en fait fait le nécessaire pour faire descendre ces droits au niveau projet. Donc, ce qu'il propose en tout cas Dataplex aujourd'hui, par exemple Data Discovery, ça j'en avais parlé, en fait, il permet d'aller chercher la data et la métadata en fait des données dans les projets GCP. Il permet en fait d'organiser la data sous forme de domaines et sous-domaines. Et du coup, en fait, on arrive quand même à répondre à la question qui accède à quoi dans l'entreprise. Centraliser et gouverner les accès à la data, c'est plus, on arrive quand même via la partie IAM, de pouvoir centraliser dans le même projet l'accès à la data dans l'ensemble des projets GCP. Et après, c'est Dataplex en fait qui va s'en charger à faire descendre, par exemple, les permissions sur les GCS, sur les datasets, etc., etc. Il rajoute aussi d'autres features, par exemple tout ce qui est data quality et lineage. Ça, c'est des features, j'espère que c'est toujours en preview, mais en bêta peut-être. En fait, il a des mécaniques, en tout cas des process qui permettent d'implémenter des checks techniques de la data. Par exemple, j'ai une table, en fait, je check des lignes, par exemple, s'il s'agit d'un string ou une date ou un number, etc. Ça, on peut l'implémenter. Et le lignage aussi, en fait, il permet, à travers son moteur de recherche, d'aller faire le lignage de la data. Cette partie-là, en fait, honnêtement, on n'a pas encore mis en place, parce qu'en fait, on utilise d'autres outils qui proposent mieux. Et on verra en fait après, voilà, si on veut peut-être changer ou pas, à voir. Et il permet aussi en fait ce qu'on applique en fait d'appliquer des traitements sur la data directement sur Dataplex. Ça peut être en fait du Spark, ça peut être Dataflow, etc. Ça, on va le voir en fait sur l'interface. Du coup, notre choix en fait c'est porté sur Dataplex. Et pour rentrer un peu dans le détail, en gros,
Dataplex, il a ce qu'on appelle des ressources. Le lake, en fait, c'est le niveau le plus haut, donc ce qu'on appelle un domaine. Après, les zones, dire, on peut les voir comme les sous-domaines ou ça peut représenter peut-être des équipes. En tout cas, ça dépend en fait de chaque organisation comment elle traite, comment elle organise ses équipes. Donc, dans les zones, on peut avoir deux types. Ce qu'on appelle raw zone, c'est la data brute. Ça peut être en fait de la data non structurée jusqu'à la data structurée. Curated zone, c'est ce qu'on appelle en fait de la data propre qu'on est peut-être voilà qu'on veut peut-être partager avec d'autres entités dans l'entreprise. Et après, on a ce qu'on appelle les assets. Les assets, c'est le niveau le plus bas dans Dataplex. En fait, c'est plus un attachement logique d'une ressource, ça peut être GCP ou BigQuery Dataset, à une zone Dataplex. Et après, voilà, on revient sur la même chose. Tout ce qui est data quality, on peut le définir, on peut mettre en place des checks de qualité technique. On peut avoir du catalogue dans Dataplex, c'est-à-dire en fait, on peut définir un catalogue de la data. En tout cas, c'est la finalité de Data Mesh. En gros, on verra une sorte de catalogue que les utilisateurs peuvent regarder et peuvent en fait faire des demandes d'accès à des datas dans l'entreprise. Bien sûr, ça passe par un process qu'il faut définir. Mais en tout cas, aujourd'hui, Dataplex propose un catalogue, on va dire V0, peut-être V1, puisque c'est pas encore, on peut dire très complet. On peut faire mieux avec d'autres outils, mais il est là. La partie sécurité, j'en avais déjà parlé. C'est plus, on peut centraliser et voir en fait qui accède à quoi dans l'organisation à travers le dashboard Dataplex. On peut même aussi voir les traces d'accès, monitorer les accès, etc. Alors, pour aller plus loin, en fait, je préférais de prendre un exemple qu'on va implémenter ensemble. C'est pour la partie démo. En gros, c'est une entreprise qui s'appelle Retail Chain. Enfin, ça a été monté par un ancien collègue qui fait aujourd'hui, elle a quelques années d'existence et elle est spécialisée dans le retail, donc tout ce qui est vente du détail. Ça peut être à travers des magasins qui sont partout dans le monde ou ça peut être en ligne à travers leur site internet. Donc moi, je suis nouveau en fait dans l'entreprise. On m'a délégué la tâche en fait d'analyser et de sortir, en fait d'interroger toutes les équipes et de sortir comment on va organiser la data de l'entreprise, se prendre de domaine et sous-domaine pour qu'on puisse les implémenter dans Dataplex. Donc j'en avais fait l'exercice avec l'aide de mon collègue, bien sûr ChatGPT, merci. Et du coup, j'en avais sorti ces domaines. Par exemple, on peut mentionner quelques exemples. Par exemple, tout ce qui est sales. Donc, on peut avoir des sous-domaines. Par exemple, le domaine, c'est sales. Sous-domaine, ça peut être point of sales, des points de vente. Ça peut être les ventes en ligne, etc. Je peux peut-être sortir un autre domaine qui s'appelle inventory, tout ce qui est inventaire. Donc là, je check les niveaux du stock, ce que j'ai par exemple comme catalogue de produits. Voilà, il y a plein de sous-domaines qu'on peut sortir. Et j'en ai d'autres. En tout cas, l'objectif, c'est que j'arrivais quand même en fait à définir les domaines dans l'entreprise. Et bien en tout cas, dans Data Mesh, en fait, il faut avoir une vision orientée domaine et non équipe, dans le sens où on peut avoir un domaine qui est transverse dans l'organisation et plusieurs équipes en fait peuvent produire de la data dans ce domaine-là. Tout à l'heure, en fait, j'en avais parlé de ce qu'on appelle un process d'organisation. Bien sûr, en fait, le data mesh, c'est pas juste l'implémentation de la partie technique, il y a aussi en fait la partie organisation, comment en fait on organise les équipes et faire ce qu'on appelle traiter la data comme un produit. C'est-à-dire la data, en fait, on peut la versionner, on peut faire des tests de qualité, on peut la schématiser, on peut la documenter, on peut la publier dans un inventaire, etc. Du coup, quand je parle d'un domaine, en fait, idéalement, on a l'implémentation technique, mais il y a aussi en fait ce qu'on appelle définir un data owner, qui est le garant du domaine. En gros, c'est la personne référente d'un domaine. Et c'est lui en fait qui a la vision, dire plus détaillée du métier, justement pour maîtriser son domaine, pour bien gérer son domaine. Du coup, ok, là on avait fait l'exercice, on avait défini comment dirais-je les domaines qu'on veut mettre en place.
On a défini les référents du domaine, enfin de chaque domaine. Et maintenant, je passe à la partie implémentation. On m'a demandé en fait d'implémenter ça dans l'organisation. Là, en fait, il y a des challenges qui se posent parce que autant en fait, je fais partie d'une équipe transverse, il faut que l'implémentation répond aux besoins de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les équipes en fait que j'ai en face. Du coup, il faut arriver à définir, on peut dire le juste milieu en fait qui permet aux équipes en fait d'avancer sans que je les bloque, parce qu'en fait, si je mets le contrôle en fait sur toute l'implémentation et je laisse pas les portes ouvertes pour les équipes pour qu'ils puissent contribuer, ça risque en fait de dériver que je deviens en fait un bottleneck dans l'entreprise. L'idée en fait, c'est vraiment en fait voir que je garde en fait au niveau de l'équipe, parce que voilà, c'est une équipe transverse, donc elle est censée de répondre aux besoins des autres équipes, et aussi en fait laisser aussi des portes ouvertes pour les autres, pour les devs, pour qu'ils puissent avancer dans leur quotidien. La collaboration, j'ai presque la même chose. Il faut qu'on soit si dynamique en fait, comme ça, voilà, nous en fait on garde un certain niveau de responsabilité sur le socle qu'on va implémenter et que les équipes peuvent gérer aussi une partie de leur côté. Et il faut que aussi le socle répond, on appelle, ne bypass pas ce qu'on appelle l'organisation GCP, tout ce qu'on a mis en place avec la partie IAM, avec les services accounts, etc. Donc là, il faut pas en fait que, par exemple, si par exemple une équipe n'a pas le droit de créer un domaine de son côté, il faut pas que ça arrive en fait chez nous. Il faut voilà qu'on arrive en fait à bien faire le mapping entre le projet qu'on va implémenter et aussi le mapping qu'on a sur GCP. On va le voir. Pareil pour la partie CI/CD, il faut toujours en fait splitter par rapport à notre organisation, soit GitHub ou GitLab, en fait ce qu'on utilise. Il faut voilà que le socle en fait il sera bien dans le bon endroit, comme ça en fait on évite que par exemple une personne qui n'est pas légitime de comment dirais-je de valider une création d'un domaine en fait puisse le faire via la CI/CD. Donc dans notre organisation Terraform, on a trois niveaux de projet. On a ce qu'on appelle les bases. Ça, c'est vraiment en fait les socles de base qu'on gère nous, en fait, notre équipe transverse. Donc, on a la main dessus. Il y a des gens en fait, qui peuvent contribuer, mais ça passe, toutes les merge requests, ça passe par nous. Et après, on a la partie application. La partie application, c'est, comment dire, c'est la partie qui est à la main des devs. Donc, voilà, c'est pour créer leurs ressources sans qu'ils passent forcément par nous. Donc, on donne en fait cette marge de liberté qui permet aux développeurs d'avancer sans que ce soit en fait nous le bottleneck. Et après il y a la partie access management. C'est des projets en fait chapeau qui viennent en fait après. Par exemple pour donner des accès intra-projet. Je vous donne un exemple d'une application par exemple qui a été créée dans la partie application qui veut accéder à un autre projet. Du coup, on aura besoin en fait, d'attacher le service account à l'autre projet et du coup, ça passe par Access Management. Donc, ça vient en fait, c'est des projets chapeaux en fait qui groupent tout ce qui a été créé au niveau applicatif, au niveau application pardon, pour gérer ces accès. Donc, nous en fait, on doit faire le mapping entre ce qu'on veut faire dans le socle et à quel niveau on veut l'implémenter. Donc, ce qu'on avait fait, par exemple, pour la partie Lake Zone Asset, ça, c'est les ressources Terraform qui sont proposées. Donc sur la partie base, on a fait le choix de dire en fait toutes les lakes et les zones, on va les créer au niveau base. Donc c'est un projet, je veux dire un peu socle, qui va s'en charger de créer les lakes et les zones pour toute l'organisation. Pourquoi faire Pourquoi le faire en fait à ce niveau? Parce que on veut quand même garder l'œil sur ces projets. On veut que avant de valider par exemple la création d'un domaine ou d'une zone, on a aussi en fait la validation du data owner qui vient en fait avec un autre process en parallèle. C'est pas intégré forcément avec notre gestionnaire de code, mais on veut quand même s'assurer que voilà le owner du domaine a validé avant qu'on valide. Et après sur la partie asset, c'est plus l'attachement des ressources. Ça, on a laissé en fait au niveau module Terraform.
Donc, quand, par exemple, les équipes créent leurs applications, ils ont besoin pas des ressources. Par exemple, GCSOBQ, en fait, ils peuvent faire des attachements à des assets à travers les modules qu'on a proposés. Donc, là, on rajoute juste une nouvelle version avec les paramètres qu'il faut passer. Et là, ils font les attachements. Et là, en fait, il y a une deuxième validation côté ce qu'on appelle les chefs d'équipe ou le métier, la personne du métier, en fait, avant de valider l'attachement de cette ressource à une zone. Du coup, là, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on a vu, je reviens juste sur les slides. Je commençais déjà à faire l'exercice. On m'a demandé de faire une démo. Donc là, j'ai créé, par exemple, je commence à créer créer le domaine sales avec deux zones, point de vente et les ventes en ligne. Donc, en gros, ce qui fait dans cette implémentation, en fait, on a fait en fait un fichier, ce qu'on appelle de déclaration, dans lequel tout le monde peut contribuer. C'est-à-dire, en fait, si par exemple il y a un développeur qui veut ajouter une zone ou un domaine, en fait, il passe par ce fichier-là. Et on peut dire la partie intelligente de Terraform, on l'a gardé un peu pour nous. En fait, on a créé une sorte d'un code en fait qui ne bouge pas dans le temps. En fait, il lit juste la déclaration, il va faire le nécessaire. En fait, on n'a pas besoin de toucher au code directement. On a besoin juste de toucher en fait sur la partie déclaration. Du coup, comment ça se passe? Par exemple, on a défini un ensemble d'attributs. Par exemple, dans le cas du domaine sales, on peut définir les environnements. Par exemple, dire ouais, je veux créer tel domaine dans dev, prod, UAT, etc. Là, pour la démo, j'en ai créé juste deux projets env, dev et prod. Mais on peut avoir plusieurs. En fait, ça dépend des besoins. Et après, on a forcé quelques attributs pour que, en fait, nous, on se sert pour créer les labels, par exemple, pour faire les descriptions, pour faire plein de choses. Du coup, dans cette déclaration sous forme d'indexionnaire, on trouve aussi en fait les zones qui sont attachées à un domaine. Par exemple, voilà, point de vente, pareil. Dans quel environnement je vais créer, par exemple, dans Dev, UAT Prod. L'équipe, il y a quelques attributs, par exemple, sur toute la partie Discovery. Ça, c'est pour dire en fait à Dataplex, aller chercher, découvrir la data en fait qui est dans cette zone. Et du coup, ça crée en fait ce qu'on appelle des métadatas dans une table BQ dans le projet Dataplex. Et on aura besoin pour faire, voilà, pour faire plein de choses. Et quelques attributs qui sont un peu obligatoires pour créer la zone. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut avoir des zones de type raw ou curated. Et par exemple, on rajoute d'autres choses. Ça, on les a adaptés par rapport aux besoins des équipes. Par exemple, parfois, on a besoin de faire un tiret, on rajoute un tiret type de la zone ou pas. Donc, voilà, c'est fait par cet attribut. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rajouter, par exemple, la zone Regional Sales, en fait, dans Terraform. Alors, ce que je vais faire, après, je prends cette partie, hop, copy-paste. Hop, qu'est-ce que j'ai créé? Online Sales, hop. Voilà. Et je lui dis, je la renomme, Regional Sales. Là, pour la démo, je n'ai pas modifié grand-chose. On va juste voir ce que ça donne. Et je lance mon TF-plan pour voir ce que ça fait. Ouais, je passe sauvegarder. Je fais ça un nouveau éditeur. Hop. Voilà. En gros, ce qu'il a fait, en fait, il a détecté que j'avais déclaré une nouvelle zone. Donc, il va prendre ça, il va l'enrichir en rajoutant des labels de plein de choses. Par exemple, là qu'on voit ici, ce que j'avais déclaré ici. Et il va faire le nécessaire pour créer la zone dans le domaine. Alors, comment ça se passe? En fait, on a créé c'est-à-dire c'est la partie intelligente du Terraform. En gros, cette boucle, ce qu'elle fait, en fait, elle reprend toute la déclaration qu'on avait fait tout à l'heure. En fait, elle va l'interpréter. Elle va sortir après. Voilà, elle va juste savoir en fait, est-ce qu'on crée une zone, est-ce qu'on crée un domaine, est-ce qu'on crée le deux, dans quel environnement, quels sont les labels à ajouter, quelles sont les actions à faire, etc. Donc là, par exemple, si je fais, par exemple, je lui dis, OK, tu me crées cette zone dans la prod aussi, vous allez voir.
Donc là, il a détecté quand même qu'on veut créer une zone au niveau prod. Et après, là, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut ajouter un tiret pour le type de la zone. Comme on peut par exemple dire, en fait, non, je veux pas que le nom apparaît, le type apparaît dans le nom dans le nom. Et je lance le plan. Et ça fail. Ouais, parce qu'en fait, ouais, effectivement. En fait, dans cette implémentation, je peux pas créer deux types de zones avec le même nom. Donc là, si je refais le truc, on va voir, en fait, il va me créer les deux zones sans le tirer. La base, machin, question time, statut, etc. Display name, voilà. C'est region access tout court. En fait, il n'y a pas le tiret, machin. On fait tout ça pour vous montrer que, en fait, on a développé en tout cas le socle qui vraiment qui bouge pas. Et les devs, ce qu'ils ont besoin, c'est juste de modifier le fichier de déclaration. C'est-à-dire, en fait, je peux faire le même exercice pour tous les domaines, toutes les zones, de la même façon. En fait, on aura un fichier de déclaration et voilà, il y a juste ça qu'il faut modifier. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, il faut voir en fait le curseur, où est-ce qu'on le met en fait. Et là, l'idée, c'est que bah, les équipes en fait focalisent sur la création de la ressource en fait, mais pas besoin en fait de comprendre le Terraform, la complexité et faire les modifications. Du coup, en fait, le code, on l'a fait de telle sorte que il bouge pas en tout cas dans le temps, ou peut-être potentiellement juste un petit peu en fait pour adapter en fonction de voilà des équipes. Mais en tout cas, toute l'intelligence, elle est là. Je reviens sur la presse rapidement pour voir la deuxième partie qui est ça, c'est pour la partie création des legs et des zones. Pour les assets, je n'en avais pas parlé, mais on le fait au niveau module. C'est directement, en fait, moi, j'ai pas dans ce PC-là, mais en gros, c'est juste des ressources à ajouter dans le module Terraform. Et il suffit juste, en fait, d'activer ou désactiver le paramètre pour pouvoir attacher la ressource à une zone. C'est pas très compliqué à mettre en place, c'est vraiment facile. Maintenant, on passe sur la partie access management. C'est là où il y a beaucoup de réflexion. C'est qu'en gros, voilà, en fait, on crée des domaines, on crée des zones, on crée des assets, mais à quel point je donne les accès aux développeurs, aux différents profils dans l'entreprise. On peut, par exemple, avoir un cas générique. Par exemple, on a le data owner, on a les développeurs. On peut avoir ce qu'on appelle des consommateurs de la data, des producers. Ça peut être une application, ça peut être un user, etc. Tous ces use cases-là, il faut les traiter. Du coup, voilà, d'un côté, on a les users, en fait, c'est plutôt les gens, les personnes, les développeurs, etc. Donc, ça peut être des gens internes ou externes. Et de l'autre côté, on a les applications. Les applications, c'est principalement les services account qu'on crée dans les applications. Nous, en tout cas, on est parti sur la définition de trois profils, mais qui peuvent évoluer en fonction du temps. Parce qu'en fait, c'est un projet, effectivement, en fait, on a avancé avec des équipes qui sont aujourd'hui en prod, mais en fait, on embarque aussi d'autres équipes qui arrivent avec d'autres besoins. Peut-être à terme, on peut rajouter d'autres profils en fonction des besoins. Aujourd'hui, on est parti sur trois profils. Le data owner, bien sûr, le data développeur et le data consumer. Et côté application, on a le data producer et le data consumer. Peut-être, je l'ai pas mentionné ici, peut-être on aura un data producer en fait dans cette partie-là. En fait, pourquoi c'est différent? Parce qu'en fait, la création des users chez nous, c'est pas forcément le process de créer un service account d'une application. En gros, en fait, nous, ce qu'on a, par exemple, dans la partie user, c'est géré par des groupes. Ça peut être des groupes dans Google Cloud, ça peut être des groupes AD, ok, ça peut être des groupes dans n'importe quel EDP en fait qui sont mappés sur Google Cloud. Et du coup, il y a une mécanique de synchron des users qui arrive dans le cloud. Et généralement, ces groupes, on les crée en amont. C'est-à-dire, on peut avoir un groupe qui est déjà créé, qui est indépendant de ce qu'on a en fait dans Terraform. Et ce qui est un peu chiant en fait dans Terraform, si par exemple je lance une data source sur un groupe qui n'existe pas dans Google Cloud, en fait ça va fail. Et non, en fait, on veut pas que le Terraform fail parce qu'un groupe n'existe pas. Euh, et du coup, ce qu'on a fait, je reviens sur le même, ouais, sur le même repo, parce qu'en fait, les groupes, on les crée avant.
avant les domaines. Du coup, on peut se permettre en fait de créer les premiers accès des utilisateurs à ce niveau-là. Du coup, ce qu'on fait, on a défini ce qu'on appelle une matrice de droits par profil, par environnement. En gros, dans Dataplex, on peut définir les accès à 3 niveaux, soit au niveau domaine, soit au niveau zone, soit au niveau asset. En fait, asset, c'est le niveau le plus fin. Et du coup, si on l'utilise, on revient à peu près sur le même cas de base. Mais use case de base, en fait, c'est comme si donner les droits directement au niveau projet. C'est tellement fin, en fait, que ça crée une implémentation un peu monstrueuse. Donc, on préférait voilà, d'éviter. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a utilisé juste euh, les IAM qu'on peut créer au niveau domaine ou au niveau zone. C'est un peu plus large, c'est un peu plus, voilà, comment dirais-je, plus simple à mettre en place et ce qu'on utilise aujourd'hui. Et après, pour chaque profil, on définit en fait les droits qu'on donne dans chaque environnement. Donc, pourquoi en fait ça a été fait de cette façon? Parce que si demain, par exemple, on veut ajouter un rôle, je n'ai pas besoin que le développeur modifie le code Terraform, mais je n'ai besoin juste en fait de modifier la liste qu'on a ici. Ben, l'idée en fait de faire entrer tout le monde dans ces profils-là, par exemple owner ou consumer ou développeur, et forcer, on peut dire un petit peu, voilà, que tout le monde soit aligné avec ces profils. Et après, on définit les rôles IAM qu'on attache pour chaque niveau, dans chaque environnement. Donc, c'est pour ça qu'on a défini cette matrice. Donc, de la même logique, on a fait la même chose pour les zones. Donc là, vous voyez pas, par exemple, ce qu'on appelle les producteurs. En fait, on l'a défini au niveau zone seulement. On veut pas, en fait, avoir des producteurs au niveau domaine. Mais plus ça, c'est, comment dire, c'est plus une réflexion d'entreprise. Donc, c'est des choses qu'on peut adapter en fonction des besoins. Nous, en fait, c'est ça notre réflexion voilà, qu'on met en cause à chaque itération. Et après, on est en train de l'améliorer, bien sûr. Du coup, comment ça se passe? Une fois, en fait, qu'on a défini la matrice, on a une petite moulinette. Alors, pour vous montrer l'exemple, et j'en laisse juste ça, que ce soit clair dans le plan. Euh, Dans la partie déclaration, je lui dis, par exemple, je reviens sur ça, je lui dis, OK, en fait, au niveau des domaines, par exemple, sales, j'ai déjà créé un groupe qui s'appelle développeur. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il a besoin de faire un dev. Donc, on fait le plan. Et le voyez, en fait, il a déjà détecté que je veux, en fait, donner des permissions développeurs pour un profil développeur. Et du coup, en fait, c'est lui qui va détecter tout ça. En fait, il va sortir toutes les permissions qu'on attache pour chaque environnement. Donc là, on voit par exemple, ça c'est la dev. Un certain moment, on voit la prod. Voilà. On a 3 permissions en prod, 3 permissions par exemple sur la dev. De la même façon, je peux lui dire par exemple, oui, j'ai envie de voir aussi en fait un consumer. Je l'ai déjà défini au niveau. Voilà. De la même façon, en fait, il détecte qu'est-ce qu'il a besoin un consommateur au niveau domaine et du coup, il va faire le nécessaire. Du coup, ce qui est bien en fait dans cette approche, pareil, on veut toujours en fait soit du déclaratif. Donc, on veut pas que les gens en fait comprennent ou touchent ou s'ils veulent toucher. En fait, c'est pas problématique, mais c'est juste en fait qui plus partie du temps à faire juste à déclarer des choses simples, abordables, plus que en fait aller modifier un code qui est un peu compliqué. Derrière en fait c'est une boucle un peu. Je montre juste rapidement. Ça c'est pour la création des lakes et machin. Pour la partie aérienne, voilà, c'est des boucles en fait Terraform, voilà qui crée des maps, machin dans tous les sens. Et après, voilà, ça crée en fait les permissions par profil qu'on a défini. Ça, c'est la partie gestion des actions pour les utilisateurs. Pour la partie application, ouais, pour la partie application, là, j'ai oublié d'une fois de partager ça, mais vous avez compris le principe. Tout ce qui est qui zone, en fait, c'est au niveau plus bas, c'est au niveau socle dans la partie Dataplex. Et toute la partie, par exemple, pour les applications, en fait, on l'a défini dans les projets chapeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la partie application tout à l'heure, on crée ce qu'on appelle des service accounts. Et ici, j'ai, par exemple, je gère ça dans un niveau plus bas dans Terraform, en fait, ça va créer des dépendances cycliques. Et du coup, ce qu'on évite en tout cas dans Terraform.
Du coup, on l'a fait au niveau chapeau, d'un projet chapeau, en fait, qui vient après. Donc, lui, en fait, il peut avoir de l'info sur les services accounts qui sont créés. Il a la vision sur l'ensemble des projets qui sont créés. Et c'est un projet qu'on gère nous-mêmes, en fait, notre équipe transverse. Et du coup, toutes les MR, en fait, ça passe par nous. Du coup, comment c'est fait? Donc, on a créé un deuxième projet, 02. Et du coup, ce projet-là est fait de la même façon. C'est toujours la même logique. En fait, on a un fichier, là, on déclare en fait qu'est-ce qui accède à quoi. Donc, on les fait, ça c'était fait un peu différemment, mais comment dire, j'explique. C'est plus pour le merger avec ce qu'on appelle les GitLab Code Owners ou GitLab Code Owners. Bon, en gros, en fait, on va définir un fichier par équipe. Et pareil, pour chaque environnement, je définis quels sont les producteurs, quels sont les consommateurs, et je rajoute en fait les personnes dans les cases. J'essaie de faire l'exercice avec mon profil, avec mon utilisateur GroupBees. Attends, arrête. Ouais, voir. Ouais, égal. Et un truc. Hop. Donc là, automatiquement, en fait, quand on rajoute l'utilisateur, il va détecter déjà les droits qui sont définis dans la matrice. Où est-ce que je définis la matrice? Elle est là. Donc la matrice des droits par profil. Et moi, ma déclaration, donc il va détecter que je suis un producteur. Qu'est-ce qu'il me faut comme droit sur l'environnement de dev, par exemple? Je peux faire un apply. Yes. Donc il va me créer les permissions. Mais en attendant, je vous montre ce que je vois, par exemple, avec mon profil GroupBees. Ah, pardon. Ouais. Là, en fait, c'est mon compte perso qui a l'organisation. Donc, c'est lui qui donne les accès. Et lui, c'est mon utilisateur GroupBees qui, forcément, là, pour l'instant, il ne voit rien du tout. Donc là, après l'application des droits, je fais un refresh. Alors, je mets sur non organisation, c'est pas encore propagé. Hop. Ouais, je vois pas encore le projet. Ouais, il est là. OK, parfait. Et du coup, lui, quand il arrive sur le service Dataplex, ouais, c'est le veut. Voilà. Et il voit déjà que voilà, j'ai déjà un accès sur. Je peux voir en fait le domaine sales. Et moi, je me suis donné droit, je pense au niveau domaine, je pense. Je vais checker. Ouais, je suis en fait au niveau zone, machin. Oui, c'est celle-là, roue, etc. Et si je vois bien, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait l'exercice en fait pour attacher un asset. Il s'agit d'un bucket GCS. Et, et là, par exemple, je peux, par exemple, uploader un fichier en fait dans le GCS. Et là, en fait, c'est passé à travers Dataplex. Donc, je me suis pas donné un droit, par exemple, data writer ou enfin object creator en fait sur le GCS, mais c'était un droit data writer au niveau Dataplex. Et du coup, là, j'ai pu écrire un fichier dans GCS à travers Dataplex. Euh, ok, je reviens sur. Ça, c'est concernant en fait les accès des applications. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus limiter un peu, pas forcément limiter, mais plus améliorer comment on gère le code à travers des fichiers par team. En gros, c'est comme ici, en fait, on va créer en fait un fichier par team et dans chaque fichier, on aura des droits spécifiques à chaque équipe. Et comme ça, on va renforcer avec le code owners. Comme ça, s'ils ont par exemple des merge requests sans passer par nous, en fait, ils peuvent le faire.
Comme ça, voilà, ça les embête moins. Par contre, tout ce qui concerne le socle Terraform, ça doit passer par nous. Oui, en fait, quand on démarre sur des nouveaux projets, bah, c'est cool parce que voilà, on part from scratch, on a ce qu'il faut. Par contre, on a déjà des projets, enfin, certaines équipes qui ont créé déjà du dataplex dans leur côté. Là, le challenge, c'est plus pouvoir les migrer sur le socle, enfin, central. Et là, ça demande un peu de travail parce que ils sont déjà en prod. Tout ce qui est création de zones, machin, c'est cool. On peut le faire facilement. On peut refaire des attachements avec de la data. Ce qui est bien avec Dataplex, on va pas bouger la data. En fait, elle va rester en fait dans les projets host. On va juste changer les assets pour les brancher sur les nouvelles assets. Par contre, le challenge, c'est de refaire le mapping des accès de leurs utilisateurs et le faire entrer dans les profils qu'on a créés. Donc là, ça demande un peu de travail. Et voilà, voilà, ça demande un peu d'analyse, de traiter un cas par cas, etc. Sur la partie catalogue, nous, enfin aujourd'hui, enfin, je dis Improve Data Catalogue. On verra parce qu'on utilise un autre produit pour faire le catalogue de la data qu'on a dans l'organisation et voir en tout cas comment merger ça avec ce qui propose Dataplex. Et on regarde par exemple, ouais, tout à l'heure j'ai pas fait le tour sur la console, mais c'est l'occasion. En fait, il propose un moteur de recherche. Là, on peut voir toutes les datas à travers le data scan qu'il fait régulièrement sur les ressources. Donc là, on peut voir toutes les ressources qu'on a dans l'organisation. On peut voir les lakes, les zones, on peut voir les ressources, on peut voir tout ça. En tout cas, dans l'organisation que j'ai pas grand-chose, mais sur une vraie organisation, voilà, on va voir plein de ressources. On a aussi la partie metadata. Donc, on peut créer des tags. Ce qu'on appelle en fait on peut créer des templates de tags. Par exemple, ça peut être intéressant si on gère de la data sensible. Par exemple, on a des datas qu'on veut pas que certains utilisateurs voient dans l'organisation. En fait, on peut la gérer avec des tags. On crée par exemple des tags sensitifs. On peut l'appliquer sur un dataset ou des fichiers GCS et voilà, protéger ça à travers de l'IAM ou bien sûr avec de l'IAM. Et on a la notion du catalogue. Voilà, on peut cataloguer la data. Tout ce qui est data catalogue, c'est un peu legacy. En fait, Google est en train de pousser plutôt le Dataplex catalogue. Donc, ça rajoute des features. Donc, ça permet de créer un catalogue pour la data qu'on a. Là, voir en fait comment le faire, ça sera plus intéressant si on arrive à le faire d'une façon automatique. Le glossaire, pareil. Là, c'est plus la partie gestion des domaines. On l'a vu en fait. Et la partie sécurité, c'est plus, ça permet de voir qui accède à quoi dans l'organisation. Là, je descends par exemple au niveau 16, je peux voir par exemple voilà, qui accède à quoi. C'est un peu la vue IAM, mais voilà, côté Dataplex. Dans la partie process, on peut appliquer des traitements directement sur la data qu'on a dans Dataplex à travers du Spark. Ça peut être en fait des process de data quality. Là, je vous montre juste un exemple que j'ai trouvé sur Skills Boost. Ben, en gros, en fait, il s'agit d'un fichier qu'on pousse sur un GCS, par exemple, qui décrit les contraintes de check qu'on peut appliquer sur la data. Donc, voilà, ça prend cette forme-là, c'est du YAML, mais avec un format spécifique à Dataplex. Ça, on le push et après, on l'applique directement sur dans Dataplex. Donc, ça permet de créer des tasks. En fait, la task, elle va checker la qualité de la data et après, elle va remonter un report. Ça peut être du data flow, ça n'a jamais utilisé, mais voilà, ça existe. Et on peut avoir comment dirais-je, d'autres services, comme par exemple l'attribute store. On peut, voilà, définir en fait un attribute store dans l'organisation. Du profiling, de data quality, c'est la même chose que je vais montrer tout à l'heure. Et, et voilà. Et je reviens sur la presse. Non, j'ai fini. J'espère que voilà, ça a été clair. Bon, je suis preneur des questions, enfin, si vous en avez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hakim, je pense que tu voulais poser une question tout à l'heure. Mais il a répondu au fur et à mesure après, donc c'est bon. Ah, ok, d'accord. Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Parce que bah, il fait nuit. Vous m'entendez? Yes, bonsoir. Ouais.
Salut cela. Ouais. En fait, j'ai vu qu'il y avait domaine, zone, asset. Enfin, c'est différents on va dire, mots-clés pour outils Dataplex, les différents couches, différentes couches. Euh, c'est quoi, enfin, ça désigne quoi forcément une zone? Enfin, qu'est-ce que ça désigne concrètement? Qu'est-ce que ça désigne en fait? En fait, on peut l'avoir comme un Domaine, sous-domaine. c'est clair. Oui, voilà. En D'accord. fait, Ok. la vision, en fait, on peut dire la plus propagée, c'est plus l'existant domaine et la zone, c'est des sous-domaines. Et après, D'accord. sous-domaine, en fait, ça peut être quelque chose de métier, par exemple, purement métier, par exemple, que j'ai montré dans l'exemple. Et ça peut être, ça dépend en tout cas des organisations, ça peut être une équipe ou un BU, peut-être, ou voilà. Ça dépend en fait comment ils s'organisent, mais la plupart du temps, c'est un sous-domaine. Ok, c'est clair. Et Ouais. à un moment, sur un fichier, bon, je pose une question rapide. Il y a, bon, c'est parce que j'ai pas utilisé Terraform depuis longtemps, mais il y a domains.auto.tvar. Rajouter auto, ça change quoi? Je sais Ça, c'est que dans, ça doit être. Oui, oui, ça, c'est dans Terraform pour lui dire, en fait, ces variables-là, tu vas les prendre automatiquement. C'est-à-dire, en fait, d'accord. je n'ai pas besoin de rajouter le tiret var file est égal Ah, ok. tel fichier de variable. Ouais, On va dire, en fait, tu prends automatiquement ce fichier de variable. je crois que je l'ai déjà utilisé, mais ça fait très longtemps. Merci pour la précision. Je t'en prie. Ayman, moi j'ai une petite question. Tout à l'heure, dans la partie Data Quality, tu as montré des validations qu'on peut appliquer sur la donnée. Je voulais savoir en cas de rejet, comment c'était géré. Si par exemple, tu as vu, tu nous as montré une syntaxe, alors je crois que c'était du YAML avec des Ouais, règles. ouais, ouais. Si par exemple, tu dis, voilà, moi je veux appliquer ça sur telle table de tel dataset BigQuery, en cas d'erreur et en cas de données non valides, comment c'est géré par Dataplex? Est-ce que c'est toi qui dois dire en cas d'erreur, j'applique une stratégie, je ne sais pas, par exemple, pour prendre les éléments en erreur et peut-être les stocker dans une table dédiée. Enfin, Oui, oui, comment. je vois la question. En fait, effectivement, en fait, je pense aujourd'hui, en tout cas, enfin, nous, on n'utilise pas précisément, on utilise un autre outil qui fait mieux. Mais en tout cas, dans le cadre de Dataplex, on a testé un petit peu. En fait, ça se génère juste un rapport pour te dire, voilà, attention, cela ne respecte pas forcément le format. Mais je pense que c'est à toi, en fait, de définir ce qu'on appelle peut-être la rémédiation, peut-être, voilà, si tu as un process de publish, en fait, de la data. Mhm. C'est à toi de définir, en tout cas, le process voilà, qui va dire, non, en fait, je ne publie pas cette data parce que ça ne respecte pas le format. D'accord, d'accord. Ouais. Il y aurait peut-être possibilité d'appliquer une stratégie différente de celle par défaut. Celle que tu dis qui génère le rapport, à mon avis, ça l'envoie dans GCS, c'est ça le rapport ou c'est directement Non, dans Dataplex? c'est dans BQ, en fait. En fait, tu récupères le fichier de conf dans GCS, effectivement. Mais le rapport, en fait, c'est dans BQ, en fait. C'est dans les tables du même projet Dataplex. Ah, d'accord, c'est intéressant. D'accord. Hmm. Donc, directement, le rapport, lui, par exemple, il pourrait mettre carrément. Est-ce qu'il pourrait, à ton avis, aussi stocker l'input élément qui était concerné par l'erreur, ou il dit juste non, il y a eu telle erreur. Euh, J'avoue, j'ai pas détaillé, en fait, à tester. À Non, tester. non, je Non, comprends. voilà, je vois, en fait, mais effectivement, Un ouais. peu. Ouais, j'ai pas testé forcément, ouais. D'accord. Merci, Ayman. Merci beaucoup. Hmm. Et merci pour le talk, hein, c'était hyper intéressant. Non, je t'en prie, je sais, en fait, la vision, c'était plus, on peut dire, orienté un peu, comment dirais-je, socle de base, en fait, mais c'est comme ça, en tout cas, la réflexion, quand on veut mettre en place quelque chose qui est transverse. Donc, il y a beaucoup, en tout cas, des contraintes qui entrent en jeu. Et toujours, en fait, il faut réfléchir, en fait, question droit, pas droit, Hmm. qui veut faire quoi, etc. Comment, en fait, on simplifie les choses pour les devs et qu'on nous, on garde quand même la main sur certaines choses. Donc, c'est ça, en fait, ouais. D'accord. Hakim? Oui, ça me revient, il y avait une autre question que je voulais poser. Si j'ai bien compris, là, on a vu uniquement le volet management, access management du Dataplex. On Ouais. pourrait voir plusieurs axes, data quality, security, blabla. Enfin, il y avait plein d'onglets. Mais Yes. sur, par exemple, management, euh, dans toutes les organisations, moi je travaille pour Veolia, c'est hyper complexe les managements. Il y a des kilomètres de rôles différents, etc. Si maintenant je veux, par exemple, moi, implémenter toute la partie access management, par exemple de BigQuery, de PubSub, etc. et tout, tu as viewer, job user, ceci, cela, etc. dans Datablex. Comment ça va donner une inflation de dizaines et des dizaines de rôles différents par rapport à l'exemple que tu as donné? C'est Ouais. juste, voilà, c'est rudimentaire, c'est-à-dire Ouais. reader, machin, etc. Comment ça se traduit?
En fait, si j'ai bien compris, en gros, ce que vous avez déjà aujourd'hui, en fait, c'est des rôles en fait qui sont déjà affectés à des projets en direct. Donc, on a en fait des rôles par type de ressources. Par exemple, ça peut être du BQ, PubSub, etc. Donc, chaque ressource en fait a ses propres rôles. Mais là, ce Ouais. qu'il fait en tout cas Dataplex aujourd'hui, il supporte que deux ressources, GCS et BQ. Ah, En gros, ce qu'il fait lui, en fait, il agrège ces rôles-là à travers la couche d'abstraction qu'il rajoute. En gros, par exemple, si je donne, ce que j'ai montré tout à l'heure dans l'exemple, un data writer, donc Dataplex derrière, quels sont en fait du GCS ou dataset, en fait, ils s'en foutent. Bah, tu as le droit en fait d'écrire sur le GCS ou BQ. Et l'avantage de ça, en fait, si on arrive à grouper, par exemple, si tu as une vingtaine de projets là où tu auras besoin des accès, ben, tu juste les attacher à ton domaine. Ici, par exemple, tu as, un rôle au niveau domaine, ben, c'est Dataplex qui s'en charge de ça. Tu n'as pas besoin en fait, de faire le mapping sur l'ensemble des vingtaines de projets. d'accord. Mais il va, Et en réalité, il va tuer, en fait, il va killer toute la partie fine de ma gestion en fait, de permission. Parce que moi, en, je veux en vraiment fait, gérer. Oui, voilà, ça dépend en tout cas des visions des choses. Comme je dis, en fait, tuer, en fait, ça dépend. Ça dépend en fait comment on le voit. Soit par exemple, toi, tu as par exemple fait un consommateur qui a besoin d'accéder à un domaine, tout un domaine en fait meeting. En fait, tu lui donnes directement le droit à un domaine et c'est bon, en fait, le reste. Par contre, si tu as besoin en fait, d'un niveau plus fin, en fait, tu peux descendre au niveau A7. A7, on revient presque à la même configuration, même mieux, parce que parfois, dans les projets, on donne par exemple un JCS, un object creator au niveau projet, tu vois. Et du coup, ben, le mec qui accède à ça, en fait, il accède à tous les buckets dans le projet. Par contre, dans Dataplex, tu peux faire ça au niveau A7. A7, c'est en fait, elle est attachée à uniquement une ressource. Tu vois? Et du coup, là, tu reviens en fait sur un niveau plus fin en fait que ce que tu as aujourd'hui. d'accord. Et là, j'aurai accès à tout, enfin, en mapping one-to-one, avec tous les rôles existants au niveau, par exemple, fin, BigQuery, PubSub, etc. Exactement, exactement, D'accord. exactement. Ouais. Et après, moi, je te dis en fait, fais attention parce que, enfin, techniquement, c'est faisable. C'est juste en fait, en fin de compte, par exemple, après, je sais pas, si tu as 5000 ressources, ben, tu te retrouves en fait un méga code là pour gérer ça. En tout cas, c'est le cas chez nous aujourd'hui, hein. Ça, on le fait aujourd'hui, mais à un certain moment, en fait, bah, tu vois, Terraform, il prend 22 minutes en fait pour faire juste le plein, tu vois. D'accord. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, tu préconises quoi? C'est-à-dire une gestion mixte, c'est-à-dire les domaines, je les gère avec Dataplex, et tout ce qui est fine grid, c'est-à-dire au niveau détail, je continue à le gérer au niveau directement ressources. C'est ça ce que Donc, tu... non, en fait, la vision des choses, c'est plus, en fait, on s'oriente vers une vision de domaine et sous-domaine. C'est-à-dire, en fait, même dans Asset, ça dépend des use cases. Mais je pense, dans la plupart des cas, en fait, les sous-domaines, ça se fait largement, c'est-à-dire au niveau zone. Moi, ce que je préconise, en fait, ce qu'il y a, en tout cas, dans les docs, tout ce qui est data mesh, tout ça, en fait, ben, l'idée, en fait, qu'on coupe les accès directs, en fait, sur les ressources parce que, au niveau métier, ça n'a pas de sens. Techniquement, voilà, ça fait le taf. En fait, il y a une application qui accède à une ressource. Mais en fait, sémantiquement, ça n'a pas de sens. On n'est pas capable de dire, en fait, telle application a accès de tel domaine métier, tu vois. Mais l'avantage de Dataplex, en fait, il agrège tout ça. Donc, il rajoute la couche d'abstraction. Et je suis capable de répondre à la question, de dire, par exemple, telle application a accès à tel sous-domaine, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si, c'est une autre façon de dire que gérer les accès à très fin, à un niveau très fin, c'est pas une bonne pratique. C'est ce que tu dis en gros. Voilà, il faut toujours en fait voir, je fais attention quand même à ça pour dire en fait n'est pas forcément bon pratique. Euh, non, ça peut être une bonne pratique en fait dans certains use cases, tu vois. Mais là, en D'accord. fait, dans un contexte, on peut dire data, là, on veut gérer par exemple la data comme un produit. C'est plus pratique en fait de donner sens en fait à des accès, c'est-à-dire voilà, j'accède à un domaine, j'accède à un sous-domaine. OK. Ouais. Et ce que j'allais dire d'autre, en fait, ce qui est un peu difficile en tout cas, si par exemple vous avez déjà un existant, enfin c'est le cas pour tout le monde, hein, et vous voulez en fait switcher sur une approche data mesh et faire comprendre aux gens, en fait, pour, vous allez avoir des profils qui ont des accès par exemple homogènes pour chaque environnement. Et là, il y a un challenge à faire en fait. Il faut vraiment en fait aller convaincre en tout cas les gens, aller dans les discussions justement pour pouvoir les convaincre, les faire entrer aussi dans les profils. Parce que quand on dit par exemple on a 50 profils ou 50 000 profils, effectivement oui, parce qu'en fait chacun gère à sa sauce dans son coin. Et là l'idée justement c'est vraiment pouvoir centraliser tout ça et créer de l'homogénéité en fait au niveau de l'organisation. Oui, très clair. Très bien. OK, j'ai compris. Mourad?
Tu voulais poser une question? Ouais. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai eu plein de réponses par rapport à cette discussion. Ce que je voulais du coup voir, c'est à peu près la même remarque que je voulais faire, c'est-à-dire par rapport à comment ça scale dans un environnement où il y a pas mal de domaines, pas mal de sous-domaines, et surtout, ce qui m'amène à ma question, il y a un data mesh implémenté et dans le cadre d'une fédération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de gestion centralisé, il y a des domaines qui gèrent l'exposition de leur data product euh, indépendamment. Il y a une data gouvernance, mais plutôt par domaine. Alors que quand un domaine veut se connecter, enfin, veut consommer d'un autre domaine, le data product, qu'il soit, donc ça, j'ai bien compris, Dataplex, il est un peu, il a une couche d'abstraction par rapport à ça, c'est-à-dire que quand il expose un data product, que ce soit un bucket, ou un PubSub, ou un BigQuery, pour lui, il expose une ressource donnée. Mais du coup, est-ce que c'est voué à être utilisé d'une manière centralisée ou est-ce que ça peut être utilisé d'une manière plutôt fédérée, où on a des data products, des domaines et sous-domaines qui gèrent les accès. Et deuxième question, donc, c'est quid, alors, est-ce qu'il y a un versus Analytics Data Hub ou est-ce que ça se complémente? C'est-à-dire que moi, j'étais dans un cas où, dans un cadre data mesh avec exposition de data product, on a plus utilisé Analytics Data Hub pour l'exposition. Ouais. Mais est-ce que du coup, est-ce que c'est des rôles qui se chevauchent ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes ou est-ce qu'il y en a un, c'est le delivery, l'autre, c'est la gouvernance? Comment ça se passe? Oui, je comprends en fait, pour la première question, ce que je comprends, en fait, vous avez des domaines qui sont, comment dire, vous avez déjà des domaines. Par contre, ils sont gérés pas forcément d'une façon centrale, c'est-à-dire ils sont gérés peut-être au niveau équipe, au niveau peut-être BU, et chaque BU en fait a la connaissance de son propre domaine, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est-à-dire Ouais. que tel que tu l'as expliqué, moi je m'imaginais, j'étais en train de me dire, oui, dans ce cas-là, on est en train il faudra instancier pas mal de dataplex. Un dataplex Ouais, par domaine, effectivement, par exemple. effectivement. Ce qu'on a évité en tout cas, parce que c'était en fait, ça a été initié à un certain moment en fait de créer un dataplex par BU. Mais ce qui pose problématique, en fait, c'est dès côté code, on duplique presque la même chose un peu partout. Et la deuxième des choses, c'est plus la visibilité des domaines ou dans l'organisation. Parce qu'en fait, voilà, dans une approche data mesh, tu connais mieux que moi en tout cas, c'est plus en fait la notion du self-service, c'est-à-dire en fait, j'ai un catalogue de data, je peux parser les domaines qui existent et je peux faire des demandes d'accès sur voilà sur ce qui est disponible. Par contre, là, si on commence à le créer, par exemple, au niveau par exemple, chaque équipe, on se retrouve avec des domaines qui sont localisés en fait dans des projets des équipes, tu vois. Et j'ai pas la vision globale en fait de ce qui existe. Donc là, c'est vraiment en fait, j'ai envie de dire, en fait, c'est plus un choix à faire. Un choix à faire. Nous, on est parti sur l'approche centrale justement pour qu'on puisse à un certain moment en fait avoir la visibilité de tout ce qui était fait. Et là, dans cette optique, est-ce que les gens des équipes peuvent contribuer justement dans ce dataplex centralisé? oui, bien sûr, oui. En fait, c'est open. En tout cas, en tout cas, enfin, chez nous, c'est tout est open. En fait, on peut faire des merge requests comme on veut. Sauf nous, en fait, on a juste facilité la partie, tout ce qui est déclaration. Si tu as besoin de créer juste une zone ou un domaine, tu as juste une déclaration à faire. Tu n'as pas besoin de toucher tout le socle, tu vois. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, j'ai oublié. Désolé, c'est ma faute. Non, non, pas de souci. Et la deuxième question, c'était quoi, Oui, Mourad, la deuxième question, c'était le quid de la différence ou complémentarité entre Dataplex et Analytics Data Hub. Oui, oui. J'avoue, je connais pas assez le produit en face. Pour te dire, voilà, D'accord. honnêtement, on n'a pas forcément, enfin, c'est utilisé dans quelques équipes, effectivement, en fait, pour exposer de la data, mais en tout cas, c'est vrai aujourd'hui sur Dataplex, il y a la partie centralisation des accès et création des domaines, c'est, on peut dire, la partie la plus forte. Par contre, les autres produits, par exemple, la partie data catalogue, data quality, ça reste encore, voilà, pas trop au top, tu vois.
Oui, en fait, le chevauchement, il se fait plutôt sur la partie exposition. Pourquoi? Parce que Oui, Analytics Data Hub, justement, il n'a pas la notion de data quality, il n'a pas la notion de gouvernance. Par contre, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il était plus sur le delivery. C'est comment quelqu'un qui veut consommer, comment il va consommer et qu'est-ce qu'il peut consommer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un chevauchement sur la partie habilitation, autorisation, puisque ouais. d'après ce que j'ai compris, Dataplex gère aussi ça. Mais j'avoue que vu que moi, j'ai pas utilisé Dataplex et plus Analytics Data pour de l'exposition, encore une fois, parce que toute la partie était gérée ailleurs, Ouais. la partie gouvernance était gérée ailleurs. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a soit un chevauchement, soit j'ai peut-être mal saisi la différence. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci Peut-être il y de a un chevauchement quelque part, mais ouais, mais à mon avis, peut-être c'est complémentaire aussi. Hein, c'est peut-être il y a des features qui sont proposées dans l'autre, par exemple Dataplex, qui ne sont pas proposées dans l'autre et vice versa. D'accord. Hmm. Est-ce qu'il y a Merci, d'autres questions? Amine. Ouais, je t'en prie. Désolé, vous avez d'autres questions? Pour rebondir sur ce qu'a dit Ayman, c'est vrai que des fois, GCP se retrouve à faire plusieurs services et les fusionne à la fin. L'exemple de Vertex AI et AI Platform, par exemple. Donc peut-être que ça va être le cas pour celui-là. Moi, j'avais une autre question. C'était sur... Alors, ah oui, parce qu'au début, bon, j'ai pas pu me concentrer à 100% sur la pré, parce qu'il y avait un imprévu. Euh, Tu as montré un Terraform, je voulais savoir, est-ce qu'il gère, enfin, est-ce qu'il provisionne concrètement les changements dans le cloud et il ajoute parce que on va dire, les métadatas et on va dire la vue management sur Dataplex, parce que si j'ai bien compris, Dataplex c'est un data catalogue, Il peut-être qu'il a... propose un data catalogue, oui. D'accord. Mais son Terraform, est-ce qu'il fait les changements et sur data, enfin, en gros, il rajoute les changements sur les rôles concrètement et ajoute, enfin, on va dire, et alimente le data catalogue ou il fait juste d'alimenter le data catalogue? Non, non, en fait, là, aujourd'hui, ce que je montrais, c'est un Terraform qui crée des ressources. Après, la Ok, partie il crée les catalogue, ressources et il ouais. documente en gros. Voilà, en fait, en gros, voilà, il crée les Ok, ressources, par exemple, les lakes ou enfin, les zones. Il ajoute aussi tout ce qui est permission IAM, en fait, au niveau, à ces deux niveaux. Après, pour la partie data catalogue, c'est pas géré dans Terraform aujourd'hui. En gros, pour moi, ah, c'est un process à part qui, d'accord. Donc, il y avait voilà. marqué Dataplex, Oui, mais vous utilisez plus on va dire la fonctionnalité de organisation par domaine avec oui. En fait, gestion des droits granulaires, hein. exactement, en fait. Parce que dans la Ok, partie catalogue, déjà, en fait, il y a une partie, c'est-à-dire par défaut, qui est déjà faite automatiquement par Dataplex, c'est la partie d'accord. discovery. Enfin, dans la partie recherche, on peut voir toutes les ressources dans l'organisation. Par contre, sur la Ok, partie data catalogue, à mon avis, c'est un process à part. En gros, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle, en fait, le process du publish de la data. Enfin, en fait, de la data qu'on veut la publier, ça doit être voilà, ça doit traiter séparément pour pouvoir mettre à jour le catalogue. d'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, le data catalog, ça s'alimente tout seul en fonction des ressources qui sont créées à partir de Dataplex. Sur la partie auto-discovery, oui, ça s'alimente tout seul Ok, parce que c'est ouais. Dataplex en fait qui va faire le scan. Par contre, la partie catalogue, non, en fait, il faut nous en fait qu'on l'alimente à travers des process, tu vois. Ok, d'accord, c'est clair. Ouais. Merci. Ayman, désolé, après tu nous dis si tu veux un peu keeper les questions, mais au niveau des coûts, vous avez pu estimer un peu les coûts d'activer un dataplex comme ça, par exemple dans le cas de votre structure, il y a pas mal de domaines à gérer et tout ça. Oui, oui, en fait, en gros, c'est des ressources logiques. Il y a pas de facture. En fait, ce qui est facturé, c'est les ressources qui créent derrière. En fait, par exemple, si dans un scan, par exemple, il crée une table BQ, bah, c'est le stockage en fait qui est facturé. Bah, par contre, les ressources logiques et toute la partie IAM, en fait, D'accord. ouais. D'accord. Et est-ce que tu penses que sur la partie, parce que c'est vrai que là tu as montré vraiment les ressources, domaines et tout ça, est-ce Ouais. que par exemple dans la partie de data gouvernance, il est capable, Dataplex, de nous fournir un peu un diagramme avec toutes les interactions possibles de la donnée et tout ça, les données, les interactions entre domaines, entre les datasets et ainsi de suite,
Est-ce que ça, c'est un truc que lui peut faire? Ouais. Non, il n'y a pas. Tu veux dire en fait un graphe? Ouais, un graphe un Non. peu de la gouvernance de la data, un peu des Non, interactions. non, on n'a pas aujourd'hui. En fait, le seul graphe qui existe, peut-être, mais je pense qu'il est en bêta aussi, la partie lignage, par exemple, en fait, quand la partie discovery, en fait, il est capable de sortir des graphes sur la lignage de la data qu'on a. D'accord. Mais en fait, sur un truc schématisé pour les accès, non, en fait, il faut aller le chercher, en fait. C'est pour ça, en fait, on a la partie code, comme ça, voilà, on peut tracer un petit peu. D'accord. Mais on arrive à quand même avoir un peu le parcours de la donnée quand même. Dans quel sens? C'est-à-dire, Tu sais, des fois, quand tu sais que, je sais pas, tu as un dataset, par exemple, qui va avoir besoin d'aller interroger un autre et ainsi de suite. non, pas dans Dataplex. Ça peut-être, ça peut-être dans BQ, peut-être, non? En fait, dans Ouais, BQ directement, ouais. Mais ouais, pas, en tout cas, pas dans Dataplex. d'accord, d'accord. Ouais. D'accord. Et dernier point, excuse-moi. Donc, ce que j'ai compris, c'est que sur la gestion des droits, donc c'est vraiment Dataplex qui porte la responsabilité de gérer les droits de ces datasets pour ces domaines donnés ou ces sous-domaines donnés. Ouais. Donc, ça veut dire que dans cette gestion IAM, ça va se faire vraiment au niveau de Dataplex et que ça ne va plus vraiment se gérer au niveau BigQuery directement, quoi. Donc, ça va Ouais. plus être un Google Groups que tu vas donner en autorisation sur un dataset. Donc, ça va être moins ça, mais ça va plus être géré par Dataplex directement, quoi. Oui. OK, d'accord, très bien, très bien. Merci Ayman, hein, merci encore. Moi, je t'en prie. Bon, je pense On qu'on est. écoute. C'est 18 heures. Ouais, merci encore Ayman pour cette super session, c'était très intéressant. Avec Merci plaisir. d'être venu. Et on se voit la prochaine fois. À la prochaine session, bye bye. À la prochaine. Allez, merci. Salut. Bonne soirée.